Je m'appelle Maria Elena Salinas. Journaliste d'investigation depuis plus de 30 ans, j'ai consacré ma vie à chercher la vérité. À révéler des affaires de corruption, à dénoncer l'injustice et à rassembler des preuves. Je vous présente aujourd'hui mes chroniques criminelles. C'est particulièrement le cas de Michelle Jones, qui est alors âgée de 37 ans. Jeune, brillante, célibataire depuis peu, Michelle est directrice de publicité télévisée à Orlando. Elle adorait son travail et les gens avec qui et pour qui elle travaillait. C'était une fonceuse. Alors elle se consacrait à 100% à son travail et à ses amis. Elle avait un cercle d'amis que la maman d'une de ses meilleures amies appelait les mousquetaires. En 2004, c'est sans doute l'année où elle a été la plus heureuse. C'était la fin d'une relation qui l'avait fait beaucoup souffrir. Mais ça l'avait fait grandir et elle avait une solide confiance en elle et en ce qu'elle faisait. Elle était sur la bonne voie. C'est alors que l'ouragan Ivan frappe la Floride. Mary Lou et Bill Jones habitent la Caroline du Nord. Ils appellent leur fille Michelle tous les 2 ou 3 jours. Mais depuis l'ouragan, ils n'arrivent pas à la joindre. Pas plus que la sœur et le beau-frère de Mary Lou qui sont censés être avec elle. On l'a appelée le dimanche, elle ne nous a pas rappelé. Ce n'était pas complètement inhabituel, mais au bout de 2 jours, ça devenait un peu préoccupant. Le mercredi, elle ne répondait toujours pas. À ce moment-là, j'ai commencé à me dire qu'il fallait qu'on appelle Debbie pour qu'elle passe voir si tout allait bien. Les parents de Michelle contactent son amie Debbie Knight qui accepte de lui rendre visite. Une fois sur place, Debbie n'a pas pu ouvrir la porte. Les stores étaient baissés, mais la lumière était allumée. C'est tout ce qu'elle voyait. Bill est au téléphone avec Debbie lorsqu'un voisin propose de l'aide à la jeune femme. Il a dit « Restez là, je vais voir s'ils sont dans la piscine ». Il a donc fait le tour. Il n'avait fait que quelques mètres. Debbie était là. Elle l'avait suivi. Debbie est comme ça. Il lui a dit « Je vous ai dit de rester devant, c'est pas la peine de venir, ça va aller ». Et quand elle a commencé à rebrousser chemin, elle s'est mise à hurler. On l'a entendu dire « Elle est morte, je sais qu'elle est morte ». L'inspecteur Rob Emmert, du bureau du shérif du comté de Séminole, est de service ce jour-là. Bien qu'il mène des enquêtes criminelles depuis 18 ans, rien ne l'a préparé à ce qu'il découvre à l'intérieur. Comment vous a-t-on présenté la chose? Ils m'ont dit qu'il y avait 3 cadavres dans la maison. Ils ont trouvé Charlie dans le garage. Terry, la femme de Charlie, était dans le salon, morte, sur le canapé. Puis ils ont continué à fouiller la maison et ils ont trouvé Michelle Jones dans sa chambre. Face aux 3 corps, l'inspecteur Emmert ne sait que penser. Il est loin d'imaginer que la scène qui est sous ses yeux marque le début de l'enquête la plus importante de sa carrière. Les Keys de Floride sont de petites îles paradisiaques, sauf lorsqu'un ouragan approche. L'ouragan Ivan avait été annoncé. Nous devions aller dans les Keys pour fêter mon 60e anniversaire en septembre. Mais le gouverneur avait ordonné l'évacuation des îles. Alors nous avions annulé notre voyage. Cela signifie aussi que la sœur cadette de Mary Lou, Terry, et son mari Charlie doivent évacuer leur maison dans les Keys jusqu'à ce que le danger soit passé. Il a barricadé sa maison.
Il a fait tout ce que font les gens dans les Keys pour protéger leur maison. Parce qu'elle n'habite qu'à 6 heures de route de chez eux, Michelle, la fille de Mary Lou, propose à sa tante et à son oncle de les héberger en attendant la fin de l'ouragan. Charlie et Terry venaient souvent voir Michelle à Orlando. Ils étaient très proches. Ils montaient la voir ou elle leur rendait visite. Ils s'entendaient très bien. Ils sont arrivés le samedi, le 11 septembre. Michelle est heureuse de les recevoir. Elle a toujours gardé un lien très étroit avec sa tante Terry. Ma sœur Terry avait 14 ans de moins que moi. Ce qui fait que notre fille Michelle et elle n'avaient que 7 ans de différence. Petite, Michelle la considérait comme une grande sœur, pas comme une tante. Il y avait une certaine rivalité parfois. Mais quand Michelle a été adulte, elles sont devenues très proches. Terry est mariée depuis 18 ans à un homme très gentil, Charlie Brent. Et au fil du temps, Michelle s'est également prise d'affection pour lui. Je trouvais que c'était un jeune homme très intelligent. Il était réservé alors que Terry, la sœur de Mary Lou, était très pétillante. Elle adorait être avec lui. Ingénieur brillant, sous contrat avec le gouvernement, Charlie travaille sur les systèmes radars et de ce fait voyage dans le monde entier. Ils aimaient la plage, la mer, ils aimaient pêcher. Ils aimaient mener une vie simple, s'amuser. Elle travaillait dans une banque et lui chez Lockheed Martin. Il travaillait sur l'île Kujoki comme ingénieur technique. C'est là que se trouvait le dirigeable Fatalbert, qui effectuait des missions de surveillance dans les Caraïbes pour lutter contre le trafic de drogue et pour la défense. Ils avaient une très belle maison. Ils avaient 2 chats adorables. Ils n'avaient pas d'enfants. Quand on leur posait la question, ils répondaient qu'ils étaient très heureux tous les deux avec leur chat. C'était leur bébé. Est-ce que quelqu'un d'autre était venu chez Michelle pendant que Charlie et Terry y étaient? Oui. D'après ce que je sais, le soir où Charlie et Terry sont arrivés, Michelle a appelé ses amis en leur disant « Venez, Charlie et Terry sont là ». Les amis de Michelle connaissent bien Terry et Charlie. Ils ont passé plusieurs fois des vacances chez eux dans les Keys. Mais les conditions météorologiques les empêchent de leur rendre visite. Et dès le dimanche, après le passage de l'ouragan Ivan, les Brent font leurs valises. Que s'est-il passé le soir où ils étaient censés partir? Une des amies de Michelle devait passer les voir avant leur départ. Lui et Terry avaient pas mal bu. Et ils ont commencé à se disputer. Alors Michelle a appelé son ami et lui a dit « Il vaut mieux que tu ne viennes pas. Ils ont trop bu. » C'est la dernière fois que quelqu'un aura des nouvelles de Michelle, Terry et Charlie. Le 15 septembre 2004, le bureau du shérif d'Orlando est appelé au domicile d'une directrice de publicité âgée de 37 ans, Michelle Jones. À l'intérieur, les policiers découvrent une scène cauchemardesque. Michelle, ainsi que sa tante et son oncle Terry et Charlie Brent, sont tous les 3 morts. Ils ont appelé le bureau du shérif. Et d'après ce qu'on nous a dit, les 2 premiers agents qui sont entrés dans la maison sont ressortis très vite. Apparemment, ils ont vomi. Tellement c'était horrible. Terry était dans le salon sur le canapé. Je crois qu'il l'avait poignardé 7 fois. Puis ils sont entrés de nouveau et ont trouvé Michelle dans sa chambre. C'était vraiment monstrueux. La tête et le cœur de Michelle ont été sectionnés et placés à côté de son corps. Vous aviez déjà vu une chose pareille? J'ai enquêté sur des centaines d'homicides. Mais un corps mutilé de la sorte, je n'en avais jamais vu. Le shérif nous a demandé si on avait son dossier dentaire, ce que je n'arrivais pas à croire.
Lorsque les policiers entrent dans le garage, ils découvrent l'oncle de Michelle, Charlie Brandt, pendu à une poutre. Tout d'abord, on s'est demandé si on avait déjà un suspect potentiel, s'il figurait parmi les 3 personnes trouvées à l'intérieur de la maison. La maison était totalement fermée. Rien n'avait été volé, il ne manquait rien. Parce qu'il n'y a aucune trace d'effraction, les enquêteurs ne tardent pas à identifier un suspect. Aussi incroyable que cela puisse paraître, tous les indices sur la scène de crime semblent indiquer que l'oncle de Michelle, Charlie Brandt, a tué les 2 femmes avant de se donner la mort. Qu'est-ce qui vous a fait penser à un meurtre-suicide? On n'avait aucune raison de penser qu'une autre personne était entrée et ressortie parce que la maison était fermée. Les vêtements que Charlie portait au cours de l'agression étaient par terre. Lorsqu'il a eu terminé de faire ce qu'il a fait, il a pris une douche et mis des vêtements propres. Puis il est allé dans le garage avec un drap et il s'est pendu. Comment les amis de Charlie Brandt ont-ils réagi à l'idée qu'il aurait tué Michelle et Terry? Très honnêtement, ils ont essayé de me convaincre qu'on faisait fausse route, que ça ne pouvait pas être Charlie. On n'avait aucune raison de penser qu'il puisse faire ça. Il était réservé, mais il était de bonne compagnie. Il parlait peu, sauf si le sujet de la conversation l'intéressait, comme la plongée, la pêche, ce genre de choses. Alors, on n'arrivait pas du tout à y croire. Non seulement les enquêteurs pensent que Charlie a massacré sa femme et sa nièce, mais l'état du corps de Michelle soulève également des questions on ne peut plus sombres. En découvrant ce terrible spectacle, avez-vous pensé qu'il avait peut-être déjà tué d'autres femmes? Oui, absolument. Ça ne faisait aucun doute dans mon esprit quand j'ai vu ce qu'il avait fait. Il était clair qu'il n'en était pas à son premier coup. C'était fait de façon méticuleuse. Il avait procédé de façon très méthodique. Ça lui avait pris beaucoup de temps et d'efforts, et il n'avait rien laissé au hasard. On est immédiatement entré en contact avec d'autres services de police locaux et nationaux. Les enquêteurs se rendent également dans les Keys pour perquisitionner le domicile des Brandt. Ce qu'ils découvrent sur l'ordinateur de Charlie Brandt leur glace le sang. On a trouvé un certain nombre de sites web où il était question de nécrophilie, de violence contre les femmes. Et les choses qu'il avait regardées sur son ordinateur, il les avait reproduites sur Michelle. Vous avez parlé à ses amis, ses connaissances? Oui. Qu'ont-ils dit sur lui? Ils l'ont décrit comme un homme très gentil, doux, réservé, très respecté au travail, très organisé, extrêmement organisé, méticuleux dans tous les domaines de la vie, mais quelque peu sauvage. Il n'était pas très sociable. Lui arrivait-il de parler de Michelle à ses amis et ses collègues de travail? Il parlait toujours d'elle en l'appelant Victoria's Secret. Jamais Michelle. J'ai trouvé ça très étrange. J'ai découvert chez lui des catalogues de Victoria's Secret qui lui étaient adressés. Les parents de Michelle sont abasourdis par ces révélations. Apprendre qu'il était obsédé par Michelle, ça a été un choc. Comment avait-il pu faire ça? Parce que, quand on le voyait, il était très calme. Il avait une voix douce. Il ne s'énervait jamais. Qu'avez-vous trouvé d'autre? Chez lui, j'ai trouvé une grande planche anatomique sur la porte de la chambre principale, comme celle que l'on voit dans les cabinets médicaux. Ils n'avaient jamais été dans le domaine médical, à aucun moment de leur vie. J'ai également trouvé des livres d'anatomie, des photos de cœur, découpées dans des journaux, des revues médicales. Lorsque l'affaire est rendue publique, les enquêteurs sont submergés de dossiers d'homicides non résolus dans lesquels le mode opératoire est similaire. Des jeunes femmes approchant la quarantaine, retrouvées décapitées et sans leur cœur. En quelques jours, une équipe spéciale est formée réunissant des enquêteurs du pays tout entier.
Très rapidement, on a eu connaissance d'une affaire ayant eu lieu en 1989 à Big Pine Key où il vivait. La victime, Sherry Perichaud, a 39 ans. Au lycée, elle a été major de sa promotion et reine de beauté. C'est aussi une ancienne toxicomane. D'après ses amis, elle voulait mener une vie libre de tout engagement. Un choix qui la conduira à une fin violente et tragique. Elle vivait sur un tout petit bateau. Elle y mettait son vélo et ramait vers le large. Elle a été trouvée dans l'eau sous un pont. Son corps comportait des blessures similaires. On lui avait aussi coupé la tête et retiré le cœur. Elle avait été partiellement décapitée et oui, on lui avait enlevé le cœur. D'autres éléments vous ont-ils conduit à penser que c'était lui qui l'avait tué? L'enquête avait été menée par le bureau du shérif du comté de Monroe. Un témoin avait vu un homme traverser la route en courant près de l'endroit où son corps avait été retrouvé. Ils avaient dressé un portrait robot avec l'aide du témoin. Ce portrait robot ressemblait étrangement à Charlie Brandt. L'homme que le témoin avait vu s'enfuir De la scène de crime. de la scène de crime ressemblait énormément à Charlie Brandt. Oui. Oui. Pat Diaz est inspecteur à la brigade criminelle du comté de Miami-Dade. Les meurtres de Sherry Perichaud en 1989 et de Michelle Jones en 2004 lui rappellent une de ses affaires non résolues de 1995, le meurtre de Darlene Toller. Comment avez-vous eu connaissance des meurtres de Michelle Jones et de Terry Brandt? Un avis national avait été diffusé et il a tout de suite attiré mon attention. La façon dont il avait mutilé sa nièce ressemblait beaucoup à la façon dont Darlene Toller avait été mutilée. The woman's body was discovered last Friday near West Dade Road, her head and heart missing. Both body parts, cops say, cut out in a precise and methodical manner. Darlene Toller était une femme mariée et une mère de 35 ans qui avait sombré dans la prostitution à Miami. Son corps avait été retrouvé derrière une cimenterie dans le quartier de Little Havana. Avez-vous trouvé des preuves matérielles sur la scène de crime? Lorsqu'on a dégagé le corps, il y avait des poils sur la couverture. Je les ai envoyés au FBI et on a pu déterminer qu'ils appartenaient à un chien à poils ras. Il n'y avait pas de sang sur le corps. Cela signifiait que quelqu'un avait fait en sorte que le corps soit propre. Le corps avait été lavé. Le corps avait été lavé? Oui, il avait fait en sorte d'éliminer tous les indices. Lorsque les enquêteurs fouillent le pick-up de Charlie Brandt, ils découvrent des poils de chien noir à l'arrière. Des poils qui correspondent à ceux retrouvés sur la couverture qui enveloppait le corps de Darlene Toller. Êtes-vous convaincu que Charlie Brandt a tué Darlene Toller et Sherry Perichaud? Oui. De toute évidence, les amis et les membres de la famille les plus proches de Charlie Brandt ne le connaissaient pas du tout. Mais ils ne sont pas au bout de leur surprise. La sœur de Charlie Brandt va bientôt révéler une histoire qu'elle cache depuis 30 ans. Deux jours après le début de l'enquête, à mon retour des Keys, j'ai convoqué ce qu'on appelle un briefing familial. J'ai réuni tous les membres de la famille pour leur expliquer où on en était. Peu après, la sœur de Charlie Brandt, Angela, se présente au bureau du shérif du comté de Séminole. Je me suis assis avec elle. Elle était très nerveuse, car elle gardait un secret depuis des années. Un secret de famille tellement choquant qu'on a presque du mal à y croire. Un secret qu'elle tait depuis près de 30 ans. Angela explique à l'inspecteur Emmert que son père lui a fait promettre de ne jamais en parler à personne. What date was that? You said it was January? It was January 3rd, 1971. 9:10 p.m. Okay. La famille vient de rentrer de vacances à Ormond Beach, en Floride. Charlie Brandt a 13 ans et il a raté l'école. Ce soir-là, il essaie avec difficulté de rattraper son retard. I went upstairs. I went and got in bed to read my book like I always did before I went to sleep. Okay. My mom ran a bath and my dad was shaving. My sisters were in bed, asleep. They were little girls. I heard loud noises, which I perceived to be firecrackers. Okay.
But then I heard my father yell, Charlie, don't. Charlie, stop. And my mom was just screaming, and the last thing I heard my mom say was, Angela, call the police. And as I'm getting up, he comes into my room, brandishing the gun. I didn't even realize what it really was. I mean, until he aimed it at me. Okay. And he pulled the trigger. I could hear it click. Okay. And I guess when he realized the gun didn't have any more bullets, he threw it on the floor. Right. And then I think he struck me, and I fought back. He was very strong. And he was sitting on me, and he was strangling me. The way I remember it is, I saw the weird look on his face, the madness, the glazed over look. Okay. I saw it disappear. Okay. And he just looked more like himself, and he said, what am I doing? Or what have I done? And I remember perfectly saying, I don't know, but I think you shot Dad. And he said, oh, I did? I said, I don't know, but we can figure it out. Okay. So I decided I'd make up a story. So I said, well, we'll run away. No one ever needs to find out, because I had to get out of the house. Right. I said, it's very cold outside. You get a blanket from the linen closet to wrap Melanie and Jessica. He goes, Angie. He goes, you're not going to leave me, are you? Of course I said no. Sorry. Knowing as soon as he did, I would run out the door. And I did. I ran. I was just a little girl. I was running with my bloody nightgown torn, just screaming. My brother had apparently come down the steps. He was outside. And all my life, I've heard him screaming after me, Angie, you promised you wouldn't leave me. You promised you wouldn't leave me. But I did. Qu'avez-vous pensé en écoutant son récit? C'était incroyable. C'était déjà difficile de travailler avec la famille et de continuer à enquêter sur ce qui s'était passé à Orlando, mais encore plus lorsqu'on a découvert ce secret. Il avait tué sa mère qui était enceinte de 8 mois. Elle attendait un garçon. Son père avait survécu de justesse. Qui le savait? Les seuls à savoir, c'était le père de Charlie, Herbert, et Angela, sa sœur aînée. Les habitants de Fort Wayne, dans l'Indiana, le savaient parce que tous les médias, toute la presse en avait parlé. Lorsque Mary Lou et Bill Jones l'apprennent, ils sont en état de choc. Ils se rendent compte que leur beau-frère, Charlie Brandt, a toujours été un monstre. Ça nous a anéantis. Comment est-il possible qu'on laisse en liberté quelqu'un qui a commis un crime aussi odieux et que personne ne soit au courant en dehors des personnes qui étaient présentes? Lorsque la police de Fort Wayne arrive sur les lieux, par cette froide nuit, en janvier 1971, Herbert Brandt est transporté à l'hôpital entre la vie et la mort. Les policiers commencent à interroger Charlie Brandt, qui à l'époque porte toujours son vrai prénom, Carl. Où a-t-il appris à tirer? Son père était chasseur. Lorsqu'ils sont arrivés en Floride, ils allaient souvent dans les bois pour tirer sur des oiseaux ou des lapins. Les parents étaient très durs, non? D'après ce que j'ai compris. C'étaient des immigrés allemands? Exact. On a découvert que son père avait été élevé dans l'Allemagne nazie et qu'il régnait sur la famille d'une main de fer. Charlie était un gamin timide. Il n'était pas le bon petit arien dur à cuire que son père aurait voulu. Alors, son père faisait tout pour que son fils soit plus viril. Les gens ont peur que leur fils soit homosexuel ou efféminé. Alors, ils essaient de transformer leur personnalité. Après le meurtre de sa mère, son casier judiciaire de mineur est scellé. Toutefois, le rapport de 1971 de la police du comté d'Allen, dans l'Indiana,
laisse entrevoir l'esprit tordu de Carl Brandt, alors âgé de 13 ans. I felt dizzy. I took the gun out of the drawer, plus the clip. I felt weird. I worked on my makeup work. I was working, and the feeling came over me, and I couldn't control it. I went upstairs. I didn't want to do it, and the next thing I knew, my parents were on the floor, and there was blood on the wall. Do you know why? A combination of things, a lot of work, tests to make up. Everything sort of snapped in my mind. I didn't really want to. It was like I was sort of programmed to do it. My heart was throbbing and pumping. I was excited. I didn't know what to do. Had this ever happened before? Not as bad. There was a certain tone in my father's voice. Did this kind of excite you? Yes. He sort of moaned that way after he was shot. Il était incapable d'expliquer son geste. Il a dit qu'il était dans un état second, qu'il avait la tête qui tournait. Quelques jours après le meurtre de sa mère, les autorités font sortir Charlie Brandt de prison pour qu'il rende visite à son père qui se rétablit à l'hôpital. La transcription de leur conversation présente un indice qui pourrait expliquer ce déchaînement de violence. En effet, Charlie Brandt dit à son père qu'il se souvient du chien. Ce à quoi son père répond qu'il est désolé. Le policier qui assiste à la conversation demandera plus tard à l'adolescent s'il a un chien. Et il répond qu'il en avait un, que son père l'a abattu. Un accident s'était produit avant que Charlie tue sa mère. Un accident de chasse. Charlie adorait ce chien parce qu'il n'avait pas d'amis à l'école. Il était le gamin peureux à qui tout le monde s'en prenait, du moins c'est ce que m'a dit sa sœur. Après les meurtres de Michelle Jones et de Terry Brandt en 2004, Herbert Brandt est interrogé par la police au sujet des événements qui se sont produits 33 ans plus tôt. Que s'est-il passé en Floride? Ils faisaient ce que tout le monde fait en vacances, mais ils avaient un chien avec lequel le père voulait chasser. Little dog from Indiana, and not knowing what we were doing, we thought we'd use that dog for hunting. The dog didn't hunt at all. Anyhow, what happened, the first day we took him out, the thing ran away. Okay. Second day we come back. The dog was out there in the woods, running around. We called it didn't come. The dog wouldn't come. Charlie looks, he was behind me maybe, I don't know, 100 feet away. And finally, I think that dog was in a clump of palmetto or brush or whatever it was. I'm calling the thing, it doesn't come out. And I fired one shot with a shotgun slug into the brush. I did not see the dog. Hit the dog in the head. Okay. The dog was dead. Combien de temps après la mort du chien a-t-il tué sa mère? Quelques jours à peine. Au lieu de la prison, Charlie Brandt est envoyé en hôpital psychiatrique. Et pendant des années, l'inspecteur Rob Emmert n'a pas pu obtenir son dossier médical. Mais c'est désormais chose faite. Et pour la première fois, le rapport troublant sera rendu public. En janvier 1971, Charlie Brandt tue sa mère qui est enceinte et blesse son père. 4 mois plus tard, un grand jury estime que l'adolescent de 13 ans ne peut pas être tenu pour responsable de ses actes. Et au lieu d'être condamné à une longue peine de prison, il devra passer 1 an en hôpital psychiatrique. C'est une recommandation basée sur son âge? Oui. Le tribunal de l'Indiana a demandé une expertise psychiatrique à 3 médecins différents. Tous se sont accordés à dire qu'à ce moment-là, il ne pouvait pas être replacé dans un cadre familial et que son comportement asocial avait joué un rôle dans le drame. Il a été interné au Central State Hospital, où il a passé à peu près 13 mois jusqu'en juin 1972, date à laquelle il a été libéré.
Sa libération n'est assortie d'aucune condition? Aucune. Pas d'obligation de soins? Non. Rien n'indique qu'il ait suivi une thérapie. Il faudra à l'inspecteur Emmert près de 3 ans avant d'obtenir accès au dossier médical de Charlie Brent. Qu'avez-vous appris sur sa famille? Il disait qu'il se sentait inférieur vis-à-vis de son père. Il sentait qu'il n'était pas à la hauteur de ses espérances. Et il mentionnait aussi des problèmes avec sa mère, Ilse, qui était une femme très forte. Cette année-là, psychiatres et médecins ont examiné Charlie Brent. Et s'ils ont estimé qu'il pouvait présenter un danger pour lui-même ou pour les autres, ils ont cependant conclu qu'il ne présentait pas de pathologie décelable. Et sur ses documents de sortie, il est inscrit qu'il est rétabli. Son père, Herbert Brent, fait immédiatement les bagages de la famille et déménage. Il donne également l'ordre à son fils et à sa fille Angela de ne parler à personne de ce qui s'est passé, pas même à leurs 2 petites sœurs. Ils doivent faire comme si le meurtre d'Ilse Brent et de son bébé à naître n'avait jamais eu lieu. Lorsqu'ils ont quitté Fort Wayne pour la Floride, ils ont tout recommencé à zéro. Donc ici, personne n'était au courant du fait qu'il avait tiré sur sa mère et son père. Est-ce que sa décision vous surprend ou vous trouble? Oui, absolument. J'étais effaré d'apprendre que le père l'avait accueilli chez lui à peine plus d'1 an après qu'il avait tué sa femme et tiré sur lui, alors qu'il avait ses filles de 2, 4 et 15 ans sous son toit. À l'automne 1972, à 14 ans, Charlie Brent s'inscrit au lycée Seabreeze d'Ormond Beach, en Floride, tandis que sa sœur aînée, Angela, elle, quitte l'école afin de s'occuper de ses 2 jeunes sœurs. Jim Graves a 17 ans lorsqu'il rencontre Angela et les 2 adolescents entament une relation amoureuse. J'ai rencontré sa famille et son frère s'est pris d'amitié pour moi. Je l'ai présenté à mes amis et on a tous commencé à sortir ensemble. Lui et moi, on allait pêcher. L'âge légal pour boire à l'époque, c'était 18 ans. Alors on faisait pas mal la tournée des bars, comme le font les jeunes. On avait des activités plutôt normales. 2 ans plus tard, Jim et Angela se marient. Mais avant de franchir le pas, Angela décide que Jim doit savoir la vérité sur son frère. Je lui ai demandé « Comment ça se fait qu'il soit en liberté si ta mère est morte ?» Angela exige de Jim qu'il ne parle à personne du passé de son frère. Le secret de famille qu'elle porte est désormais aussi le sien. Je connaissais ce type. Il n'y avait absolument rien de bizarre chez lui. Il ne tuait même pas les cafards. Il les attrapait et les mettait dehors. Mais le poids de ce secret est trop lourd pour que Jim le porte seul. Ce qu'elle m'a raconté, je l'ai ensuite dit à mes parents, dont la réaction a été « On est une famille chrétienne. Si les siens lui ont pardonné et que tu l'aimes bien, tu dois aussi lui pardonner. » Le mariage de Jim et Angela ne dure que 4 ans. Mais Jim reste ami avec Charlie Brent. Comme Charlie et moi, on pêchait, je lui ai proposé de partir en vacances avec moi dans les Keys pour que je puisse oublier Angie. On avait bu quelques bières. Moi, bien sûr, je critiquais sa sœur. Je lui ai dit, j'aimerais bien lui faire du mal, comme elle m'en a fait. Et là, il m'a regardé et il m'a dit, écoute, si tu veux te venger de quelqu'un, tu le tues, tu lui retires le cœur et tu le manges. Et ça a tout changé pour moi. En un instant, j'ai commencé à avoir peur de lui. Beaucoup de gens se seraient éloignés définitivement, mais au fil du temps, la peur de Jim a diminué.
Après l'université, Charlie Brandt part travailler aux Bahamas, tandis que Jim vit de la musique. Lorsque Charlie Brandt revient en Floride en 1985 et lui demande un service, Jim est ravi de le lui rendre. Il me dit, je me sens seul. Tu sais, j'ai passé du temps sur cette île, je connais pas de filles. Tu en connais? Et je réponds, oui, oui, j'en connais. Jim et sa petite amie Nancy organisent un rendez-vous entre Charlie Brandt et Terry. C'est pratiquement le coup de foudre. Il m'appelle et m'annonce, je vais demander Terry en mariage. Je lui dis, tu plaisantes. Écoute, si tu veux vraiment l'épouser, il faut que tu lui dises pour ta mère. Selon Jim, Charlie Brandt refuse net, par peur que Terry lui dise non. J'ai continué à insister, et il a continué à s'y opposer. Alors j'ai dit, je vais lui dire, moi, avant que vous vous mariez. Je vais faire en sorte qu'elle sache, pour ta mère. Jim prétend que Charlie Brandt a fini par tout dire à Terry. Sa sœur, Mary Lou, n'en croit pas un mot. Si Terry l'avait su, elle n'aurait jamais épousé Charlie. Et dire que son beau-frère le savait. Et qu'il n'a pas demandé à Charlie, qu'il n'a pas vérifié. Jim maintient sa version et soutient que Terry avait elle aussi du mal à vivre avec ce secret et qu'elle s'était confiée à lui en 1989. Elle me dit, je vais dénoncer Charlie au shérif. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu veux faire ça? Elle me répond, il y a eu un meurtre près de chez nous. Et elle m'explique, quand je suis rentré du travail, il était dans la pièce où il nettoie les poissons. Il était couvert de sang et il n'y avait aucun poisson. Alors je lui ai dit, écoute, voilà le truc. Tu fais ce que tu veux, mais voilà ce qui va se passer. Si tu vas voir les flics, ton mariage est terminé. À tout jamais. À toi de décider si tu dois aller les voir ou pas. Les enquêteurs comprennent alors que le meurtre dont parle Terry n'est autre que celui de Sherry Perichaud, l'ancienne reine de beauté qui a été retrouvée partiellement décapitée et sans son cœur, à quelques pâtés de maison du domicile de Terry et Charlie, dans les Keys. Reste à savoir combien d'autres femmes Charlie Brandt a tuées. On a examiné plus d'une centaine d'affaires des 4 coins du pays, et certaines ayant eu lieu en Europe, parce que Terry et Charlie voyageaient beaucoup. Les enquêteurs savent désormais qu'il a tué 5 personnes. Sa mère, sa femme, sa nièce, ainsi que Sherry Perichaud en 1989 et Darlene Toller en 1995. Il le considère également comme un suspect potentiel dans des dizaines d'autres affaires. Les rares personnes qui connaissaient le passé de Charlie Brandt, comme son beau-frère et meilleur ami Jim Graves, sont hantées par le remords d'avoir gardé le secret. Depuis 2004, c'est très dur. Certains me considèrent comme responsable. Je ne pouvais absolument pas savoir que c'était un malade, un monstre, un sociopathe. S'il faut désigner des coupables, le premier, bien entendu, c'est Charlie Brandt. Ensuite, ce sont les médecins qui ont laissé sortir ce monstre de cette institution. Je suis désolé de ne pas l'avoir vu. Je ne l'ai simplement pas vu. Depuis, Rob Emmert a quitté le bureau du shérif du comté de Séminole et pris sa retraite. Mais il ne parviendra jamais à oublier l'affaire Charlie Brandt. L'affaire est classée. Elle a été classée il y a longtemps, mais elle n'est pas terminée. 12 ans plus tard, je suis encore contacté 2 ou 3 fois par an par d'autres services de police qui me demandent mon aide sur des affaires non résolues. Et c'est dur parce que je suis convaincu qu'il y a de nombreuses autres victimes dont on pourrait résoudre les affaires. Mary Lou Jones, quant à elle, ne se remettra jamais de la mort de sa sœur Terry et de sa fille Michelle. Ma sœur Terry, quand elle entrait quelque part, c'était comme un rayon de soleil. Elle était tellement drôle.
Ma sœur faisait énormément confiance aux gens. Elle était très aimante. Michelle, j'essaie de ne garder d'elle que le souvenir de la joie qu'elle procurait aux gens dans leur vie et de tout ce qu'elle leur apportait. Elle nous manque beaucoup. Notre fils n'a plus de sœur. Nous n'avons plus de fille. C'est très injuste, mais on essaie de ne penser qu'au bon moment, de ne penser qu'à ce qu'elle a fait, à sa vie. Charlie Brandt aurait-il été arrêté plus tôt si son casier judiciaire de mineur avait été accessible aux enquêteurs? Oui, c'est possible. Mais aux yeux de la police, Charlie était un fantôme. C'est quelque chose que Mary Lou et Bill Jones essaient de changer. Depuis les meurtres de 2004, ils ont proposé la loi Michelle Lynn Jones, afin que les casiers judiciaires de mineurs violents deviennent accessibles aux services de police. Pourquoi est-ce que le système permet à ce genre d'informations de disparaître? C'est pas normal. Et il faut que ça change. Ce qu'on voudrait, c'est qu'une loi soit promulguée de sorte que si un individu commet un crime violent, son dossier figure dans une base de données et qu'il puisse être recherché et consulté par les services de police dans tout l'État, quel que soit son âge. Si quelqu'un a commis un crime violent, il ne pourra plus être invisible.